Après les tensions migratoires à Ceuta et Melilla, le Maroc prend la parole. Les autorités assurent avoir empêché près de 40 000 tentatives de passage irréguliers et mettent en cause les réseaux de passeurs accusés d'entretenir de fausses promesses sur les réseaux sociaux. Au Proche-Orient, les discussions sur Gaza n'avancent pas. Israël maintient ses réserves sur plusieurs points essentiels de la proposition en négociation, notamment le désarmement du Hamas, le dispositif de contrôle et les garanties de sécurité. Bonjour à tous et bienvenue au Maroc. Près de 5 jours après le déclenchement d'une crise migratoire d'une ampleur inédite dans le nord du pays, à la frontière avec l'Espagne, le ministère de l'Intérieur est sorti de son mutisme dimanche 2 août 2026. Très critiqués jusqu'ici pour leur absence totale de communication, les autorités marocaines ont fourni un premier bilan des traversées illégales vers Ceuta. 40 000 personnes ont tenté de franchir la frontière, 11 personnes sont mortes. Madrid évoque de son côté 72 décès. C'est à travers une longue vidéo de presque 6 minutes que le porte-parole du ministère de l'Intérieur s'est exprimé publiquement, revenant sur les événements ayant eu lieu dernièrement au niveau des postes frontières de Ceuta et Melilla. Jusqu'ici, les médias marocains se contentent de relayer les données publiées par les institutions espagnoles. Il n'y a eu aucune prise de parole officielle marocaine au plus fort de la crise migratoire. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur indique que 40 000 personnes ont tenté de franchir la frontière illégalement. 11 personnes sont mortes, un décès suite à une chute, les 10 autres par noyade. Le texte précise que concernant les informations circulant sur d'autres cas de mort à Ceuta, les autorités marocaines continuent avec leur homologue espagnol les opérations de vérification de ces données. Le ministère estime par ailleurs, en se basant sur les données rassemblées et analysées, que ces événements n'étaient pas spontanés. Il résulte selon lui de la diffusion de fausses informations sur Internet, combinée à l'action des réseaux de trafic d'êtres humains, mais aussi à l'interprétation erronée des données juridiques et administratives, dans le but de donner l'illusion d'un accès facile à l'espace européen. Des enquêtes ont été ouvertes, précise le communiqué. Après 5 mois de guerre en Iran et à 3 mois jour pour jour des élections de mi-mandat, Donald Trump fait face à une impopularité record aux États-Unis. Le président américain paie au prix fort les conséquences intérieures du conflit dans lequel il est empêtré, mais ne semble pas pour l'instant prêt à changer quoi que ce soit. Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études d'opinion publiées sur ces 2 dernières semaines montrent bien que sa popularité est au plus bas. Selon CNN, elle atteint 34%, soit autant que dans les jours suivant l'attaque du Capitole par ses partisans en 2021. Et après un sondage de Quinnipiac University, le taux de popularité de Donald Trump est descendu à 32%, son plus bas historique. Si comparaison n'est pas raison, les autres présidents au même moment de leur second mandat étaient plus populaires. 37% pour Bush-fils, 43% pour Obama et même 64% pour Clinton. Seul Richard Nixon faisait pire avec 24% de popularité, mais c'était lors du scandale du Watergate et juste avant sa démission, le 8 août 1974. Donald Trump paie cher le déclenchement de la guerre en Iran, de moins en moins comprise jusque dans le camp républicain et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Le soutien au conflit a chuté dans ses rangs et les républicains sont de 10 points moins certains que les démocrates d'aller voter en novembre lors des élections de mi-mandat. Alors qu'Israël a mené une nouvelle vague de frappes ce week-end dans la bande de Gaza, faisant au moins 10 morts, des attaques supposées cesser une fois le plan de désarmement enclenché, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur le plan du Conseil de la paix pour Gaza. Officiellement, c'est le silence côté gouvernement israélien, mais en coulisses, on fait déjà savoir que le compte n'y est pas.
Selon des déclarations attribuées à un haut responsable cité par les médias ici, Israël refuse pour l'instant tout retrait de Gaza et formule 3 objections majeures transmises directement à Tony Blair, membre exécutif du Conseil de la paix. La première réserve porte sur le sort des armes du Hamas. Israël exige la destruction pure et simple des arsenaux saisis au Hamas, refusant qu'il soit confié à un comité technocratique palestinien. Le deuxième point de blocage est la diplomatie. La présence du Qatar et de la Turquie au sein du mécanisme de vérification est jugée inacceptable par le gouvernement israélien. Enfin, sur le plan sécuritaire, Israël refuse de se lier les mains et exige de conserver sa liberté d'action militaire, y compris dans les zones transférées à la police palestinienne ou à la force internationale. Tant que ces lignes rouges ne seront pas intégrées, indique-t-on, l'accord restera au point mort. Et puis en Grèce, les pompiers sont en alerte maximale alors que de grands feux ont éclaté en plusieurs points du pays. Sous l'effet de vents violents, les flammes se propagent rapidement. Les pompiers sont poussés dans leur dernier retranchement d'après les autorités. Samedi 1er août, les pompiers grecs ont été poussés à bout. Ce sont les mots du ministre de la Protection civile, Evangelos Tournas. Il faisait allusion aux quelques 500 pompiers qui combattent les flammes dans des conditions extrêmes autour de la station balnéaire de Porto Germano, au nord-ouest d'Athènes. Situé sur le golfe de Corène, Porto Germano est un lieu de villégiature prisé des Athéniens qui y possèdent des maisons secondaires et sa population est multipliée en été. Les dégâts y sont d'ores et déjà considérable. Le travail des pompiers est rendu presque impossible par les vents violents qui soufflent sur la région et qui empêchent les avions de charger de l'eau et de la larguer sur les feux. Ce samedi, des rafales de 130 km par heure ont été enregistrées. Le porte-parole des pompiers expliquait aussi que sur les lieux d'un incendie dans le centre du pays, les vents étaient tellement déchaînés que les pompiers ne parvenaient même pas à ouvrir les portes de leurs véhicules. Alors que la Grèce avait d'abord été relativement épargnée par les vagues de chaleur et les incendies cet été, de grands feux se sont déclarés cette semaine, principalement en Crète, sur les îles et dans la péninsule du Péloponnèse. Les pompiers ont déjà payé un lourd tribut. 3 d'entre eux sont morts cette semaine en combattant les flammes. Pour finir, en Ouganda, les candidatures sont déposées ce lundi 3 août pour les élections des conseils de paroisse. Ces instances de proximité jouent un rôle important dans la résolution de conflits locaux et la vie quotidienne des habitants. Mais le processus débute dans un climat de défiance après les violences et les irrégularités qui ont marqué la première étape des élections locales la semaine dernière et conduit à l'organisation d'un nouveau vote dans plus de 1100 villages. Conflits de voisinage, litiges familiaux, sécurité. En Ouganda, les conseils locaux sont souvent les premiers recours des habitants. Cependant, leur renouvellement est déjà fragilisé. Après les violences et irrégularités qui ont marqué mardi dernier une première étape des élections locales, un nouveau vote doit être organisé dans 1135 villages. Les élections des conseils de paroisse reposent sur celles organisées au niveau des villages. Dès lors que ce premier scrutin est entaché d'irrégularités et de contestations autour des listes électorales. C'est toute la base des élections suivantes qui est fragilisée, explique Salah Biret, directrice d'une ONG non gouvernementale ougandaise de surveillance constitutionnelle. Cette année, une nouveauté marque le scrutin, les partis politiques qui s'y impliquent beaucoup plus. Jusqu'à présent, les candidats s'est présenté en leur propre nom, sans étiquette de parti. Les habitants votaient surtout pour une personne qu'ils connaissaient dans le village. Cette fois, les partis politiques s'impliquent ouvertement. Les candidats sont identifiés au NRM, au PNUP ou à d'autres partis. Les campagnes deviennent plus politiques avec davantage de ressources, des rivalités et des pressions. Une évolution préoccupante, estime Frédéric Gobala, analyste indépendant. Auparavant, les responsables des villages étaient choisis pour leur qualité professionnelle. Cette fois, la compétition entre les partis et l'argent ont pris beaucoup plus de place, notamment avec le fort soutien financier du parti au pouvoir, le NRM. À mes yeux, cela ouvre la voie à de nouvelles formes de corruption au niveau local.
Après les difficultés rencontrées lors de cette première étape, la crédibilité du scrutin du 10 août prochain sera particulièrement scrutée par l'opposition et les observateurs. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tad Info, c'est l'actualité en continu.